population est en train de souffrir. Bon, je vous remercie. Donc, vous avez parlé des 48 heures. Les 48 heures ont commencé par une nouvelle réjouissante pour Kolda. C'est la mise en fonction du pont de Ilel, que nous allons baptiser d'ailleurs sous peu pont de la jeunesse. Parce que c'est un combat qui a été mené par des jeunes de Kolda qui ne se sont pas arrêtés à se plaindre, qui ont essayé par leurs propres moyens à créer un pont de fortune. Mais on se rappelle que quand même, des fils de Kolda ont perdu la vie dans cet espace-là. Donc quand l'État sur la base du plaidoyer que nous avons fait, accepté qu'on résilie le contrat de l'ancien prestataire et qu'on aille vers une nouvelle structure qui a mené à bien les travaux, nous ne pouvons que nous en réjouir parce qu'il y a eu un engagement fort du président et une implication des autorités gouvernementales. Et aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce que nous avons posé tout de suite, en rapport avec les populations, la problématique de l'électrification de ce pont-là. Parce que c'est une zone très sombre. Et d'ailleurs pour laquelle nous aurons une réponse très bientôt, je vais en parler dans ma communication, mais aussi de la route entre Ilel et l'hôpital régional pour lequel aussi nous avons reçu un avis favorable du ministre en charge des infrastructures. Donc vraiment c'est l'occasion pour moi, en tant que maire de Kolda, de remercier le ministre Mansour Faye, de toute l'équipe, de remercier toute l'équipe, autant de l'AGEROUTE que des différents prestataires qui étaient intervenus sur la plateforme. En dehors de ça, vous êtes au courant aussi qu'il y a eu une visite des chantiers qui nous fait espérer que la boucle du Fouladou sera livrée avant l'hivernage, Inch'Allah. Donc voilà, ça a été la première activité phare. Et comme vous l'avez dit, nous avons lancé aussi la phase 2 du processus de restructuration des quartiers. Quand la mission préalable est venue avec la division restructuration de la direction de l'urbanisme opérationnel du ministère de l'Hygiène, de l'urbanisme et de l'hygiène, l'accent a été mis sur deux zones qui sont considérées comme les plus sinistrées. C'est Ilel, dans sa globalité. Quand on dit Ilel, c'est Ilel, Ilel complémentaire, Ilel extension, et tout ce que ça polarise comme zone, c'est à peu près 60 hectares qui doivent faire l'objet d'une restructuration. L'autre restructuration concernait le quartier de Gadapara aussi, et les deux assiettes font environ 120-130 hectares. C'est vous dire les enjeux qu'il y a autour de ça. Et même quand on parle de Gadapara, c'est Gadapara, Sintian Gadapara, jusqu'à Sarekemon et de l'autre côté vers Bel Air. Parce que ce sont les mêmes axes de vie pour lesquels les processus que nous avons engagés doivent être des processus intégrés. Donc, en dehors de la présentation du projet qui avait été faite il y a 2 mois, il y avait des assemblées générales de validation. Ce sont les assemblées générales de validation que nous devions faire. Et ce sont ces assemblées-là qui maintenant nous ouvrent la phase pratique des opérations de restructuration. Laquelle phase pratique commence dès la semaine prochaine avec ce qu'on appelle l'état des lieux. L'état des lieux est fait par des drones de la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat. Ces drones-là vont parcourir les espaces qui doivent être restructurés pour avoir une cartographie claire et précise. Et c'est cette cartographie qui permet qu'on va exposer aux populations concernées pour qu'elles se rendent compte elles-mêmes des contraintes. C'est à partir de là, justement, qu'elles vont choisir de proposer telle action de régularisation, telle action de restructuration ou tel équipement collectif qui peut être plus utile. Donc, après ça, justement, il y a des enquêtes qui doivent être faites sur les ménages parce qu'il faut qu'on connaisse la population ciblée et en même temps, ça nous permet aussi d'identifier les propriétaires éventuellement de maisons qui vont être impactées par le projet et qui pourront être accueillis dans ce que nous avons appelé le projet de nouvelle ville parce que nous avons déjà trouvé le cadre pour accueillir ces personnes qui vont être déplacées avec un processus intégré qui est accepté par les populations elles-mêmes. Donc nous avons commencé cette phase-là et Inch'Allah, après ça, après ces enquêtes et ces recensements-là, on va passer justement aux opérations de restructuration en tant que tel. Où l'aboutissement voulu, c'est d'abord la remise aux normes du quartier avec les voiries qu'il faut, avec les équipements dont on a besoin, mais à terme aussi avec au moins pour chacun des habitants des quartiers qui va rester sur place, de la mise à disposition d'un droit de superficie, qui est un type de propriété, qui est opposable à l'État, qui est opposable au tiers. Donc après, on procède en même temps au relogement des différents impacts. Voilà ce qui va être fait en termes de restructuration. Donc le processus a commencé hier à Ilel, aujourd'hui nous l'avons fait à Gadapara.
Voilà un peu la quintessence de notre mission sur ces 48 heures. Mais aussi, nous avons ce matin, en collaboration avec la Géroute et ses deux prestataires que sont la société et Icons, nous avons parcouru, dans le cadre d'une visite d'état des lieux, les quartiers de Sarekemo, le quartier Bouna, le quartier Bouna, et de Bel Air. Parce que, pour ceux qui connaissent, il nous faut des dorsales qui peuvent être utiles en matière d'assainissement, certes, en matière de mobilité urbaine, mais en même temps qui créent les conditions pour que dans ces quartiers-là, la mobilité urbaine soit une effectivité et qu'on n'ait pas de difficultés sur ces questions-là. Donc au niveau, nous avons choisi au niveau de Sarekemo de créer deux axes routiers. Le premier va de l'évêché, pour ceux qui connaissent, à la route de l'aéroport. Avec une contrainte sur un point d'eau qui permettra qu'on ait un exutoire naturel qui va recueillir, parce que les ouvrages d'assainissement vont suivre, les travaux vont permettre qu'on ait un exutoire naturel. Ceux qui connaissent la zone savent qu'il y a un bas-fond qui accueille l'eau naturellement, mais qui va être organisé en conséquence. Et la route permet de relier donc Sarekemo à la route de l'aéroport et donc de donner une autre perspective à ce quartier-là. Il y a aussi une autre voie qui joue la gare routière, qui est une zone très inondée pendant certaines périodes, qui va faire l'objet d'un travail. Donc les deux axes routiers-là font à peu près un linéaire de 2,5 km, au minimum 2,6 km. L'autre aspect, c'est de faire la continuité de ce processus-là pour la zone de Bel Air. Nous l'amenons donc de la route de l'aéroport à Bel Air pour une jonction avec la zone lycée. Ça permet donc de pouvoir avoir une voie de contournement, mais une voie d'accès aussi direct pour ces populations-là. Pour ceux qui savent qu'à Kolda, ces deux-là ont été des quartiers qui ont été très sinistrés et qui n'ont pas pu bénéficier d'investissements structurants. Donc en dehors de ça, nous allons lancer aussi des projets de pavage dans certains axes. Mais comprenez donc, et pour les axes routiers, pour la zone de Xinjiang, vous savez qu'au niveau du radier, il y avait un point bas. C'est ce point bas-là qui créait beaucoup de sinistres, parce que l'eau qui venait de la commune de Djoulakolon et des autres localités qui sont environnantes, cette eau était stockée à un niveau qui créait un sinistre. Et à terme, si on avait certaines pluviométries, on aurait même pu agresser le cimetière. Donc on a choisi aussi délibérément de créer une voie, donc une route bitumée, qui va régler cette question-là, mais aussi qui crée un accès vers Bantangel. Parce que accès vers Bantangel dit accès vers le fleuve. Ça nous permet en même temps de régler la question de la mobilité, mais d'avoir un ouvrage structurant en matière d'assainissement et qui drainera l'eau vers son exutoire naturel qu'est le fleuve. De la même manière que nous allons consolider les ouvrages que nous avions mis à la période pré-hivernale au niveau de Sarekemo, de Ilel, pour que les canaux de dérivation d'eau que nous avions mis et qui ont soulagé les populations pendant cet hivernage-là soient maintenant des ouvrages consolidés. Donc voilà en synthèse ce que nous avons fait dans ces 48 heures-là, et nous nous réjouissons vraiment de l'acceptation surtout du projet de restructuration par les populations des quartiers concernés, et nous allons très vite passer dans les phases suivantes. Quand nous avons choisi de continuer le travail d'assainissement, ce que nous avons fait, c'est une démarche concertée. Et les visites de terrain ont été faites sous la direction du préfet de Kolda. C'est vous dire que c'est la mairie qui est l'initiateur, c'est la mairie qui va exécuter, mais que ça a été fait sous le couvert du préfet. Quand on dit le préfet, c'est derrière lui toutes les autorités administratives qui ont une compétence en matière de voirie, d'assainissement, voire d'éclairage public, etc., etc. Donc c'est pourquoi ce sont ces experts-là qui nous ont dit qu'aujourd'hui, la contrainte qu'il y a à Kolda, c'est qu'on ne profite pas de sa position géographique. Parce que Kolda est construit autour d'un fleuve. Et que l'exutoire naturel pour l'eau à Kolda, c'est le fleuve. Que donc il fallait créer des ouvrages tout de suite. Parce que ça, c'était des solutions qui pérennisaient au moins tout ce qu'il y avait comme contrainte et qu'on va lever au niveau de ces quartiers-là qui sont autour du fleuve et qui étaient les quartiers les plus difficiles pendant les périodes hivernales. Ça n'a rien à voir avec l'extension du réseau d'assainissement qui va être continuée, la fermeture des caniveaux dont on a passé les marchés, etc., et qui va obéir bien sûr à une logique d'ensemble sur le projet global et la vision d'un plan d'assainissement au niveau de la commune. Les autres, si elles ne savent pas qu'on les recueille, c'est normal. Il faut avoir
un mécanisme de collecte des ordures. Vous avez vu hier que nous avons mis à la disposition de l'unité UCG de Kolda une cinquantaine de bacs d'envergure qui vont permettre d'avoir tout de suite des points de collecte dans ce qu'on appelle les centres névralgiques qui accueillent le plus des populations, c'est-à-dire les marchés, les écoles, les services publics, etc. La deuxième phase, parce que nous avons pris l'arrêté pour fixer les points, nous avons pris avec le projet Promoged, nous avons choisi des points de collecte qui vont être des ouvrages consolidés, qui vont être construits. Et la passation de marché est en cours. Donc c'est dans toute la ville que nous allons avoir ce que nous avons la tendance à voir dans les villes, c'est de grands points de collecte avec de grands bacs à ordures qui peuvent servir de réceptacle pour tous les quartiers. Si nous ne le faisons pas, c'est normal que les populations, parce qu'elles ne vont pas dormir avec les ordures. Donc nous avons essayé de rendre la ville propre. J'espère qu'au moins on sent un effort de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il reste, c'est les solutions à long terme. Et les solutions structurantes demandent qu'on continue ce travail-là de façon quotidienne, mais aussi qu'on aille vers les populations pour avoir les instruments de collecte adéquats à même de porter la solution à ce problème dont vous parlez.